Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet qui est fascinant, mais honnêtement, un peu effrayant. On va parler du piratage, littéralement du piratage intentionnel de notre biologie humaine. Ça fait des décennies qu'on pointe du doigt le manque de volonté pour expliquer l'explosion des maladies chroniques et de l'obésité. On a fait culpabiliser des générations entières. Mais, et si la vraie cause était totalement différente? Et si notre biologie avait été piratée à notre insu? C'est exactement ce que révèlent des recherches scientifiques majeures. Le blâme ne repose pas sur l'individu, mais sur un environnement alimentaire qui a été profondément altéré. Compter les calories, est-ce une arnaque totale? C'est peut-être le mythe le plus frustrant de la nutrition moderne. On a presque tous essayé de réduire drastiquement les portions, perdu un peu de poids au début, et puis boum, on stagne inexorablement avant de tout reprendre. Eh bien, ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que cet effet de plateau, ce n'est pas un manque de discipline. Pas du tout. C'est une conséquence biochimique inévitable. Le corps humain n'est tout simplement pas un fourneau basique où une calorie qui entre égale une calorie qui sort. C'est bien plus complexe que ça. Le docteur Robert Lustig, qui est un chercheur et endocrinologue extrêmement réputé, résume ça brillamment. Il affirme que le problème, ce ne sont pas les calories. On nous a vendu une illusion, nous avons été piratés. Selon lui, l'obésité n'a rien à voir avec la gourmandise ou la paresse. Ces comportements qu'on a tellement stigmatisés, ce sont en fait les dommages collatéraux d'un système biochimique interne qui a été complètement manipulé. Et le pire, c'est que ça s'est fait à l'échelle mondiale. Première partie. Plaisir contre véritable bonheur. Pour bien comprendre comment ce piratage fonctionne, il faut réaliser qu'on baigne dans une confusion totale entre deux concepts. Se sentir bien un court instant et éprouver un vrai contentement durable. Neurologiquement parlant, ce sont des mécanismes diamétralement opposés. Le plaisir, c'est la dopamine. C'est viscéral, c'est très court, ça s'obtient souvent de manière isolée avec des substances et surtout, c'est ultra addictif. Le bonheur, en revanche, c'est la sérotonine. C'est un état durable, apaisé, qu'on ressent souvent quand on est en groupe et le point crucial ici, il est biologiquement impossible de devenir accro à la sérotonine. Et ça nous amène à un concept neurologique hyper important, la régulation négative, ou downregulation en anglais. En gros, quand nos neurones sont bombardés de dopamine en permanence, ils risquent littéralement de mourir par surstimulation. Donc, pour survivre, le cerveau fait quoi? Il réduit purement et simplement ses récepteurs. Le résultat est tragique. Il nous faut toujours plus de stimulation pour obtenir une récompense de plus en plus faible. C'est la mécanique classique de l'addiction. Mais attention, voici le plus alarmant. Cette surcharge de dopamine détruit activement la sérotonine dans notre cerveau. Autrement dit, cette quête perpétuelle du plaisir détruit notre capacité biologique à être réellement heureux. C'est fou, non? Deuxième partie, le fructose, le jumeau toxique. Alors, qu'est-ce qui déclenche massivement cette dopamine tous les jours? Le sucre classique. Mais il faut savoir que le sucre est composé de deux moitiés très différentes. D'un côté, on a le glucose. C'est l'énergie même de la vie. Chaque cellule de notre corps en consomme. C'est absolument indispensable pour survivre. De l'autre côté, on a le fructose. C'est la partie qui donne le goût sucré. Et lui n'est pas du tout essentiel. Pire encore, notre foie le métabolise presque exactement comme l'alcool. Au lieu de nous donner de l'énergie, il bloque les enzymes mitochondriales et stoppe la production d'énergie au niveau cellulaire. C'est un véritable poison métabolique silencieux. 73%. C'est un chiffre qui donne le vertige. C'est le pourcentage d'articles dans un supermarché occidental classique qui sont délibérément bourrés de sucre ajouté. Et l'industrie alimentaire ne fait pas ça par hasard, oh que non. Elle sait très bien que cette molécule de fructose déclenche un pic massif de dopamine. Ça nous pousse à acheter et à consommer encore et encore, sans tenir compte de la moindre valeur nutritionnelle. En fait, notre système de récompense fondamentale est exploité à des fins purement lucratives. Mais comment on en est arrivé là? L'histoire remonte à 1965. À l'époque, l'industrie du sucre a carrément payé des scientifiques de Harvard pour accuser les graisses saturées d'être responsables des maladies cardiaques. Ça a permis de blanchir totalement le sucre aux yeux du public et des médecins. Un vrai scandale scientifique. Il aura fallu attendre 2013 pour que des agences comme la FDA interdisent enfin les graisses transindustrielles après des décennies de désinformation. Le bilan de cette manipulation? Aujourd'hui, nos sociétés consomment en moyenne 4 fois la limite biologique tolérable de fructose. Troisième partie, la biochimie interne, oubliez la volonté. Pour saisir à quel point ce fructose caché modifie nos hormones et dicte notre comportement, il faut s'intéresser à une hormone clé, la leptine. Elle est produite par nos cellules graisseuses et elle sert de véritable jauge de carburant pour notre corps. En gros, quand on a assez d'énergie en réserve, la leptine crie au cerveau « c'est bon, on a fait le plein ». Conséquence directe, la faim disparaît et on ressent naturellement l'envie de bouger, d'être actif. Tout fonctionne parfaitement. Mais voilà le drame biochimique provoqué par trop de fructose. C'est ce qu'on appelle le piratage par l'insuline. L'excès de fructose se transforme illico en graisse dans le foie.
Ce foie gras entraîne une résistance à l'insuline. Le pancréas panique un peu et se met à produire de l'insuline en masse pour compenser. Et c'est là que tout bascule. Ces niveaux d'insuline hyper élevés bloquent complètement le signal de la leptine. Le cerveau devient aveugle. Il croit, à tort, qu'on est en train de mourir de faim. Il ordonne donc au corps de manger de façon compulsive et de stocker l'énergie en ne faisant rien. Ces comportements qu'on qualifie souvent de paresse, ce n'est rien d'autre qu'un blocage purement chimique. Il faut absolument savoir une chose, toutes les graisses corporelles ne se valent pas. La graisse sous-cutanée, celle juste sous la peau, elle est plutôt protectrice. On peut en stocker jusqu'à 10 kilos avant d'avoir un vrai problème métabolique. La graisse viscérale, elle, devient dangereuse après 2 kilos. Mais la graisse du foie, c'est terrifiant. À peine 250 grammes de graisse hépatique suffisent pour déclencher une maladie métabolique grave. Ça explique parfaitement pourquoi certaines personnes sont minces en apparence, mais gravement malades à l'intérieur à cause du sucre qui détruit leur foie. Et pour enterrer définitivement le mythe des calories, on doit parler d'une autre menace invisible, les obésogènes. Ce sont des produits chimiques qui pullulent dans notre environnement moderne. Le BPA sur les tickets de caisse, les PFS, certains pesticides. Ces molécules sont de redoutables perturbateurs endocriniens. Elles imitent nos hormones et forcent littéralement nos cellules adipeuses à grossir et à se multiplier. Et ça, c'est totalement indépendant du nombre de calories qu'on avale. On ne peut juste pas lutter avec un simple régime. Quatrième partie, le pillage liquide et la santé intestinale. Saviez-vous que notre hydratation moderne cache de vrais dangers ? 29%, c'est l'augmentation du risque de développer un diabète juste en consommant une seule boisson sucrée par jour. Le fructose sous forme liquide, c'est une bombe. Ça frappe le foie avec une toxicité foudroyante, le corps n'a même pas le temps de réagir. Et attention au piège des sodas dits diététiques ou zéro sucre. Le goût sucré sur la langue trompe le cerveau, qui dit au pancréas de relâcher de l'insuline en prévention. Résultat, on continue de stocker de la graisse, on a faim et on maintient une inflammation chronique. L'illusion est parfaite. Le docteur Lustig pointe du doigt un autre désastre avec une précision clinique. Il dit « Quand on enlève les fibres d'un aliment, on affame les bactéries ». C'est la grande différence entre manger un fruit entier, qui est un vrai remède naturel, et boire un jus de fruit industriel, qui agit comme un poison. Les procédés industriels détruisent les fibres. Or, ces fibres ne servent pas à nous nourrir nous, elles servent à nourrir les 100 000 milliards de bactéries de notre microbiote intestinal. Si on les prive de ces fibres, ces bactéries meurent, ou pire, elles se mettent à grignoter la paroi de notre intestin. Bonjour les inflammations sévères. Cinquième partie, reconquérir notre santé métabolique. Bon, face à ce piratage généralisé, il y a quand même de l'espoir. On a un cadre très clair pour contrer tout ça qu'on appelle la matrice métabolique. Ça tient en 3 règles d'or pour évaluer ce qu'on mange. 1. Protéger le foie. Ça veut dire couper drastiquement les glucides raffinés et les sucres ajoutés. 2. Nourrir l'intestin. Il faut faire le plein de fibres alimentaires naturelles. Et 3. Soutenir le cerveau. La logique est hyper simple. Si un produit ne remplit pas ces 3 critères, biologiquement, ce n'est pas de la nourriture, peu importe ce que dit le marketing. Et pour réparer l'équilibre entre cette dopamine qui nous rend accro et notre sérotonine qui nous apaise, il y a la règle des 4 C du contentement. C'est notre plan d'action. D'abord, connecter, avoir de vraies interactions en face à face pour activer l'empathie. Ensuite, contribuer, donner de son temps, c'est sentir utile. Le 3e C, c'est cope en anglais, c'est-à-dire faire face, baisser son stress par un bon sommeil, du sport ou de la méditation. Et le dernier, cuisiner. Préparer de vrais aliments bruts pour donner au cerveau ce dont il a vraiment besoin, comme le tryptophane et les oméga 3. C'est reprendre le contrôle de ces ingrédients. Alors, pour conclure cette analyse, il y a une question primordiale qu'on doit tous se poser. Est-ce que la société va continuer à s'obstiner et blâmer la volonté individuelle, ou va-t-elle enfin affronter cet environnement toxique qui a piraté notre biologie à l'échelle planétaire ? Les preuves sont là. S'acharner sur la responsabilité personnelle, c'est un échec scientifique total face à une biochimie manipulée. Ce n'est plus une question de compter bêtement ses calories, c'est une question de soigner notre métabolisme. C'est une réflexion profonde sur l'avenir de la santé publique et sur la vraie nature de notre bien-être. Le débat est ouvert et honnêtement, il ne fait que commencer.